Au cours des dernières 24 heures, des responsables iraniens ont déclaré qu'Israël était mis en garde contre une nouvelle escalade au Liban. Leur réaction sera imprévisible. Cette mise en garde est intervenue après que des responsables israéliens ont clairement indiqué que la réponse serait sévère après le tir de missiles du Hezbollah sur le village de Majd al-Shams, dans le nord du pays, qui a entraîné la mort de 12 enfants israéliens. Le ministère israélien des Affaires étrangères a déclaré que le Hezbollah avait franchi toutes les lignes rouges et le cabinet de sécurité israélien a autorisé le Premier ministre israélien et le ministre de la Défense à décider de la question et du calendrier de la réponse au Hezbollah. De son côté, le Hezbollah serait en train d'évacuer ses combattants des positions du sud Liban et de la Syrie qu'ils savent susceptibles d'être attaqués par Israël. Un autre acteur de ce drame est la Turquie, qui s'est fortement engagée dans la guerre civile en Syrie au cours des dernières années. Le président turc Recep Tayyip Erdogan a menacé d'envahir Israël si ce dernier ripostait durement au Hezbollah, ce qui a suscité de vives critiques de la part de responsables israéliens et même de certains chefs d'État de l'OTAN. Pendant ce temps, les forces de défense israéliennes maintiennent la pression sur le Hamas dans la bande de Gaza, en avançant dans le district sud et en engageant de violents combats avec les terroristes de cette organisation. 3 Palestiniens soupçonnés d'être des agents du Hamas ont également été arrêtés alors qu'ils tentaient de franchir la frontière entre les États-Unis et le Mexique. Entrons dans les détails. Je m'appelle Yair Pinto et voici votre rapport Boots on the Ground sur ce qui se passe en Israël au 297e jour de la guerre contre le Hamas, le Hezbollah, l'Iran et tous ses mandataires terroristes au Yémen, en Irak et en Syrie. Le ministère iranien des Affaires étrangères a proféré une nouvelle menace à l'encontre d'Israël dimanche matin, après que le massacre de Majd al-Shams a suscité des déclarations de hauts responsables israéliens qui ont affirmé que la réponse serait sévère. Le ministère iranien des Affaires étrangères a publié un communiqué mettant en garde Israël contre une nouvelle escalade contre le Liban sous le prétexte de l'incident de Majd al-Shams. Israël est le principal responsable des réactions inattendues à tout comportement stupide qu'il peut commettre. Comme indiqué précédemment, 12 enfants israéliens ont été tués samedi soir lorsqu'une roquette tirée par le groupe terroriste libanais Hezbollah, soutenu par l'Iran, a touché un terrain de football dans le village druze de Majd al-Shams sur le plateau du Golan, au nord d'Israël. Le Hezbollah semble avoir été surpris que cette roquette ait causé autant de morts et de dégâts et tente de nier sa responsabilité. Le groupe terroriste, qui a tiré près de 5500 roquettes, missiles et drones sur Israël au cours des 9 derniers mois, a publié une déclaration absurde selon laquelle cette roquette n'était pas l'une des siennes, mais plutôt une roquette israélienne du dôme de fer qui a dévié de sa trajectoire. Les roquettes du dôme de fer sont censées défendre Israël contre les projectiles entrants. Je ne sais pas s'ils s'attendaient à ce que quelqu'un prenne cela au sérieux, mais je suis sûr que personne ne l'a fait. Le Premier ministre Benjamin Netanyahou a écourté son voyage aux États-Unis et est rentré en Israël dimanche après-midi, passant directement de l'aéroport au Kiryat, le quartier général de Tsahal à Tel Aviv. Le ministre israélien de la Défense, Yoav Gallant, le chef d'état-major de Tsahal, Herzli Halevi, les chefs de l'Agence nationale de sécurité, du Mossad et du Shin Bet, le secrétaire militaire du Premier ministre et d'autres hauts responsables des services de renseignement et de sécurité ont également participé à cette réunion. Toute la journée de dimanche et la matinée de lundi, des rapports ont fait état de l'inquiétude et de la tension du Hezbollah. Voici quelques raisons de cette inquiétude. Le massacre des enfants à Majd al-Shams a profondément transformé la situation stratégique à la frontière nord d'Israël. Il est déjà devenu un point de repère important dans le conflit entre Israël et le Hezbollah au Liban, et certains disent qu'il s'agit d'un tournant décisif dans la situation. 12 enfants innocents ont été assassinés de sang-froid par une organisation cruelle qui opère à partir de la population civile du Liban pour cibler la population civile d'Israël. Le lancement du missile Falag 1, qui transportait une ogive explosive de 50 kg, n'est pas accidentel et n'a pas été effectué par erreur. Le Hezbollah a pris pour cible la région de Majd al-Shams, la colonie de Neveti et les bases environnantes, et ce n'est pas la première fois qu'il le fait. Les dénégations du Hezbollah visent à éviter les frictions au Liban entre l'organisation et la population druze libanaise, car les personnes assassinées sont toutes druzes. L'organisation sait que la communauté druze a un concept appelé « garder les frères », qui est un commandement de garantie et de soutien mutuel en cas de besoin
peu importe où se trouvent ses frères. C'est pourquoi ils essaient de nier que le missile qu'ils ont tiré est responsable de la mort de 12 enfants druzes et de raconter ce conte de faits absurdes selon lequel un missile israélien en serait responsable. Ils sont déjà en guerre avec Israël et ne veulent pas d'une nouvelle guerre avec la communauté druze au Liban et en Syrie. Toutefois, la réponse d'Israël à cette atrocité a déjà été décidée et les cibles ont été sélectionnées. La seule question qui subsiste est celle du calendrier de l'opération israélienne. Les discussions de dimanche, qui ont duré près de 4 heures, ont abouti à la ratification des plans par les hauts responsables politiques et militaires. Un haut responsable de la sécurité a déclaré qu'il s'agissait d'un objectif limité mais significatif. Dans le même temps, il a été annoncé que le cabinet autorisait le Premier ministre Benjamin Netanyahou et le ministre de la Défense Yoav Gallant à choisir la méthode et le moment de la riposte. Israël dispose d'un large éventail d'options, notamment des frappes sur des hauts responsables du Hezbollah, des cibles stratégiques telles que des dépôts où sont stockées des armes à guidage de précision et bien d'autres encore. Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken a déclaré hier que les États-Unis soutenaient le droit d'Israël à se défendre contre les attaques terroristes. De son côté, le Hezbollah panique. Des rapports en provenance du Sud-Liban et de Syrie indiquent que plusieurs positions qu'ils estiment susceptibles d'être prises pour cible par Israël ont été évacuées au cours des dernières 24 heures. Le Hezbollah est en état d'alerte dans tout le pays, alors que les forces de défense israéliennes continuent de le frapper presque à toute heure du jour et de la nuit. Si nous nous concentrons sur la bataille contre le Hamas, je dois commencer par faire une déclaration claire de clarification. Le Hamas est une organisation terroriste et l'un de ses instruments de terreur est la guerre psychologique qui repose sur le mensonge, les fausses nouvelles et la désinformation. Il ne faut jamais prendre pour argent comptant une déclaration qu'ils font. Un exemple de leurs fausses nouvelles est apparu cette semaine dans une déclaration du Hamas au portail d'information britannique Telegraph, affirmant qu'ils avaient envoyé au ministre israélien de la Sécurité nationale, Itamar Ben-Gvir, une vidéo d'otages israéliens torturés dans les tunnels du Hamas qui passent sous la bande de Gaza. Ils ont déclaré avoir agi de la sorte afin de faire pression sur M. Ben-Gvir pour qu'il assouplisse les conditions de détention des prisonniers de sécurité palestiniens dans les prisons israéliennes. Apparemment, cette vidéo est réelle, puisque le Hamas l'a montrée aux journalistes du Télégraphe, mais elle n'a pas été rendue publique. Et M. Ben-Gvir nie qu'elle lui ait été envoyée. Tsahal et le Shin Bet affirment également qu'ils ne sont pas au courant de l'envoi de cette vidéo à Ben-Gvir. En outre, la politique habituelle veut que toutes les informations concernant les otages soient envoyées au bureau du Premier ministre et du ministre de la Défense, quelle qu'en soit la source. Si nous nous concentrons sur les événements rhétoriques à l'intérieur de la bande de Gaza, au cours des dernières 24 heures, Tsahal a lancé une vaste opération à East El Bourij et East Dir El Balak, les camps de réfugiés au centre de la bande de Gaza. L'opération s'est déroulée sur la base d'informations précises provenant d'Amman et du Shin Bet contre de nombreuses infrastructures et tunnels terroristes situés à quelques kilomètres de la frontière avec Israël. Parallèlement, les 162e et 99e divisions continuent d'opérer dans le sud et le centre de la bande de Gaza. L'armée de l'air a préparé le terrain pour cette opération en lançant des frappes sur des complexes militaires terroristes, des entrepôts de guerre, des infrastructures souterraines. Parallèlement à l'activité aérienne, les soldats de la 7e brigade de combat ont lancé une attaque ciblée en plein jour sur la zone d'El Bourij, tandis que la brigade Kefir a lancé une attaque à l'est de Dir El Balak. La 98e division a également terminé ses opérations dans le centre de la bande de Gaza cette semaine, après avoir éliminé plus d'une centaine de terroristes et détruit plusieurs tunnels. Au milieu de toute cette activité opérationnelle, le ministère de la Santé du Hamas à Gaza a déclaré à l'agence de presse Reuters que les frappes militaires israéliennes avaient tué 66 Palestiniens dans la bande de Gaza au cours des dernières 24 heures. Amis, n'oubliez pas que le Hamas a l'habitude de faire de fausses déclarations. Il est également important de se rappeler qu'il n'admet pas que ses combattants armés figurent parmi les morts. Lorsqu'ils donnent le nombre de victimes, ils comptent toujours leurs agents terroristes comme des civils désarmés et sans défense. Parmi les autres nouvelles de ces dernières 24 heures, on apprend que les chars israéliens ont pénétré plus profondément dans les quartiers d'El Karara, d'El Zana et de Beni Souaili, à l'est de Ranounès, dans le sud de la bande de Gaza. Des habitants ont déclaré à Reuters que de violents combats pouvaient être entendus dans les zones orientales
de Ranounès où Tsahal opère, alors que beaucoup d'entre eux commencent à s'éloigner des zones de combat vers les zones densément peuplées d'El Mawassi et de Dir el-Balak. À Rafah, près de la frontière avec l'Égypte, les forces de Tsahal ont progressé plus profondément dans les parties nord de la ville, où les forces n'ont pas encore pris le contrôle total. Des chars ont également bombardé plusieurs zones dans le centre de la bande de Gaza. L'agence de presse Reuters a publié un article détaillé sur l'état de l'organisation terroriste Hamas et a noté qu'après 9 mois, le Hamas a été considérablement affaibli par l'offensive d'Israël contre lui. Le 7 octobre, le Hamas a mené une terrible attaque transfrontalière contre Israël, massacrant principalement des femmes et des enfants désarmés. Mais dès qu'il a rencontré les forces de défense israéliennes, il a commencé à perdre des forces et a subi des pertes importantes depuis lors. Au début de la guerre, les vidéos de propagande du Hamas montraient des terroristes lourdement armés, portant des gilets pare-balles, des ceintures de munitions et d'autres armes. Aujourd'hui, de petits groupes de terroristes se promènent vêtus de t-shirts et mènent principalement des attaques éclairs dans les rues bombardées de Gaza avec les armes qu'ils peuvent trouver. C'est ce qui ressort des vidéos publiées par le Hamas lui-même. En outre, le commandement du Hamas est fragmenté et s'appuie sur des messages transmis en personne pour éviter la surveillance israélienne. La perte d'effectifs et la destruction du réseau de communication, ainsi que d'une grande partie du réseau de tunnels, signifie que la prise de décision centralisée s'est effondrée. Selon le rapport, les tactiques de guerre employées par les escadrons terroristes du Hamas au cours des dernières semaines visaient simplement à assurer la survie de l'organisation, sans autres objectifs stratégiques à long terme. L'arsenal de missiles et de roquettes du Hamas, qui comptait autrefois entre 15 et 30 000 pièces, a également été considérablement réduit. L'un des rares avantages dont il dispose encore est son réseau de tunnels qui lui permet de sortir à l'improviste pour tirer sur les troupes de Tsahal, puis de replonger sous terre pour essayer de refaire la même chose ailleurs. Cependant, à chaque fois qu'ils font cela, ils montrent à Tsahal l'emplacement d'une autre entrée de tunnel et Tsahal s'efforce alors de fermer ce tunnel. Selon des sources du Hamas, certains nouveaux tunnels sont creusés à la main en raison de l'absence de matériel lourd. Cependant, le Hamas a insisté sur le fait que malgré les pertes, sa structure de commandement reste en place, même si elle est affaiblie. Sami Abu Zahari, haut responsable du Hamas, a déclaré à Reuters que les propos d'Israël étaient exagérés. Selon lui, les faits sur le terrain sont complètement différents. Les amis, nous savons très bien qu'il ne faut pas faire confiance aux terroristes du Hamas lorsqu'ils nous donnent des informations sur cette guerre. Cette guerre se déroule sur plusieurs fronts et nous avons besoin d'aide pour partager la vérité afin que tout le monde sache ce qui se passe et comment prier. S'il vous plaît, abonnez-vous à cette chaîne YouTube et suivez-nous sur les médias sociaux afin que les gens sachent ce qui se passe dans ce conflit. Une autre menace pour Israël est apparue dimanche lorsque le président turc Recep Tayyip Erdogan a fait une déclaration au milieu d'un discours prononcé devant l'un des conseils régionaux de son parti politique, l'AKP, dans le nord de la Turquie. Au milieu du discours, Erdogan a commencé à parler du conflit entre Israël et le Hezbollah. Dans ce contexte, il a déclaré « Nous avons pénétré dans le Karabakh et en Libye, nous ferons de même en Israël ». Il s'agissait d'une référence au déploiement de navires et de troupes turques en Libye pendant la guerre civile qui a sévi dans ce pays il y a plusieurs années. Il faisait également référence au déploiement de troupes turques pour intervenir dans le conflit entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan il y a plusieurs années. Dans ces deux cas, la Turquie a aidé l'une des factions dans la guerre contre l'autre, mais cela n'a pas fait une grande différence stratégique dans l'issue du conflit. Quoi qu'il en soit, ces propos ont été interprétés comme une menace d'envahir Israël pour aider le Hezbollah, ce qui a provoqué une vive réaction de la part des responsables israéliens. Le ministre des Affaires étrangères, Yisrael Katz, a publié sur X une photo montrant M. Erdogan à côté de l'ancien dictateur irakien Saddam Hussein après sa capture et son emprisonnement par les forces de la coalition dirigées par les États-Unis au cours de l'année de la guerre. La légende de la photo disait « Erdogan suit la voie de Saddam Hussein et menace d'attaquer Israël. Laissons-le se souvenir de ce qui s'est passé là-bas et de la façon dont cela s'est terminé. » Erdogan a également été critiqué par certains gouvernements européens, un responsable néerlandais ayant même déclaré que la Turquie devrait être exclue de l'OTAN. Mais il s'agit ici de boots on the ground, alors oublions la rhétorique diplomatique et revenons aux faits sur le terrain. Depuis le début de la guerre actuelle, Erdogan a progressivement intensifié ses critiques à l'égard d'Israël
et est rapidement revenu à ses schémas bien établis d'attaques brutales et de rhétorique violente. Il a même affirmé que le Hamas n'était pas une organisation terroriste, a accueilli de hauts responsables dans son pays et les a félicités. Par conséquent, aujourd'hui, plus que jamais, il est important de diffuser la vérité. Alors s'il vous plaît, partagez nos vidéos, abonnez-vous à cette chaîne YouTube et suivez-nous sur Instagram et sur YouTube sur TBN francophone. Notre dernière histoire nous vient de la frontière entre le Mexique et les États-Unis. La patrouille frontalière des États-Unis a publié un communiqué dans lequel elle met en garde contre le fait que des terroristes venus du monde entier se font passer pour des demandeurs d'asile au Mexique afin de tenter d'entrer aux États-Unis. Un agent qui a accepté d'être interviewé sous couvert d'anonymat a déclaré au New York Post que lui et ses collègues ne disposaient pas des outils nécessaires pour empêcher les terroristes de franchir la frontière. Selon certains rapports, les organisations terroristes qui envoient des agents au Mexique pour tenter d'entrer aux États-Unis comprennent des factions palestiniennes. 3 membres présumés du Hamas ont récemment été arrêtés par la patrouille frontalière alors qu'ils tentaient d'entrer aux États-Unis par la ville de San Diego, en Californie, parce que l'un d'entre eux avait des photos et des vidéos suspectes sur son téléphone. Un autre homme originaire de Turquie a été arrêté en même temps qu'eux, soupçonné d'être lié à une organisation terroriste. Cela nous rappelle que la guerre que mène Israël est une bataille entre le bien et le mal. Mais cette guerre ne se déroule pas seulement au Moyen-Orient. Elle peut arriver sur le pas de votre porte aux États-Unis, en Europe ou ailleurs, à tout moment. L'extrémisme islamique se répand dans le monde entier. C'est pourquoi il est si important que nous partagions la vérité et que nous prions. Rejoignez-nous pour partager la vérité. Abonnez-vous à cette chaîne YouTube. Cela nous aide beaucoup. Partagez nos vidéos sur YouTube et suivez-nous sur les réseaux sociaux. Et la chose la plus importante que vous puissiez faire est de vous unir dans la prière. Priez pour les communautés israéliennes touchées par les attaques du Hezbollah. Priez pour les civils qui sont touchés par ce conflit des deux côtés. Priez pour les soldats des forces de défense israéliennes qui risquent leur vie chaque jour. Et priez pour la paix à Jérusalem.